On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Bonne nouvelle pour les contribuables joannais. 60 d'entre eux dans le résidentiel verront une baisse de leur compte de taxes. Et pour les autres, les taxes seront en hausse, mais pas de beaucoup. On écoute ça à l'instant. Le conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu a procédé à l'adoption de son budget il y a quelques jours. Quelques chiffres ont déjà circulé. On va tenter de vulgariser le tout, mais visiblement, les hausses de taxes sont relativement basses. Même dans certains cas, on parle de baisse de taxes pour certains contribuables ou des hausses relativement assez minimes. Deux invités pour en parler. D'abord, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de la directrice du service des finances à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Manon Tourigny. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Là, vous allez devoir m'expliquer, parce que j'ai l'impression qu'on a fait un peu de magie cette année. Parce que d'une part, on dit, OK, on a un budget de plus de 170 millions avec une hausse de dépenses de 6,2 %. C'est 10 millions de plus que l'année passée. Mais pourtant, dans certains cas, on baisse les taxes. Dans d'autres cas, on est même en deçà de l'augmentation d'1,7 de la taxe foncière. Il y a des dettes de secteur qui viennent jouer là-dedans. Alors, comment peut-on, d'une part, augmenter les dépenses autant, mais qu'il n'y ait pas tant de répercussions chez les contribuables? Il y a différentes raisons qui expliquent la chose. Premièrement, nous avons augmenté le taux de taxe de seulement 1,7 %. Donc, l'augmentation, somme toute, était très, très raisonnable. Mais deux choses se sont passées principalement. Premièrement, le nouveau rôle de taxation, où les valeurs de nos propriétés viennent fluctuer. Certaines plus que d'autres, les terres agricoles, entre autres. Donc, dans notre compte de taxe, il y a un transfert là, de la taxe payée par les résidents qui s'est transféré vers l'agricole. Donc, ce qui a occasionné une baisse du compte de taxe pour plusieurs. Et l'autre chose, c'est les dettes de secteur que vous avez mentionnées, donc qui viennent jouer, qui font en sorte que même si nous avons augmenté le compte de taxe de 1,7 %, dans la plupart de tous les cas, le compte de taxe diminuait. Bon, ensuite, il y a eu d'autres modifications. Nous avons eu une petite surprise là, du côté de la gestion de nos déchets, 25 $ par maison qui s'est ajouté. Donc, et en bout de ligne, c'est en moyenne une augmentation de 1 % pour l'ensemble des clients résidentiels. Et 60 des clients résidentiels voient leur compte de taxe diminuer cette année. Bon. On le sait, quand on démarre un processus budgétaire, il y a évidemment l'administratif qui fait un constat au conseil municipal, mais il y a de l'autre côté le politique qui arrive aussi un peu avec sa liste d'épicerie, parce qu'on dit, bon, on veut prioriser ceci, on veut prioriser cela. Il y a 12 conseillers, il y a un maire. Bref, en fait, la question que j'ai envie de poser, c'est quelle était la commande politique à l'égard de l'administratif pour la préparation de ce budget? Je ne sais pas si on peut qualifier ça de cette façon-là. Est-ce que c'est une commande du politique vers l'administratif? Je pense que c'est un jeu de discussion, de compromis entre les besoins, effectivement, des citoyens, les besoins de nos différents directeurs de services, qui, eux aussi, travaillent finalement en bout de ligne pour les citoyens. Donc, on sait que les ressources sont limitées, donc on veut impacter le moins possible sur le compte de taxes. Donc, ensuite, il y a un jeu de discussion, de négociation, savoir, bon, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'on priorise cette année. Et je vous dirais que l'ensemble de nos directeurs de services mettent l'épaule à la roue, justement, pour eux, essayer de travailler dans ce sens-là pour répondre aux exigences de notre direction générale puis de notre directrice des finances. Bon, commençons tout d'abord par les dépenses. On parlait tantôt d'une augmentation d'environ 10 millions, donc 6,2 % d'augmentation de dépenses. L'augmentation de dépenses est attribuable à quoi cette année? Bien, il y a plusieurs éléments à l'intérieur, dont il y a un élément à peu près qui couvre 2,3 millions où on a modifié les façons de comptabiliser des choses. On a décidé de mettre autant le revenu que la dépense. Donc, c'est le budget complet, revenus et dépenses, qui est augmenté de 2,3 millions. Ça n'a pas d'effet sur le compte de taxe. J'ai mis un revenu est égal à la dépense. On a revu aussi dans les dépenses, on a fait nos augmentations de salaire normales qui sont prévues dans les conventions collectives et il y a des demandes qui ont été faites au cours de l'étude budgétaire pour des nouveaux postes et ou mettre des postes permanents et ou plus d'heures de temporaire. Donc, tous ces éléments-là ont été tenus compte et on a quand même une augmentation de 3,2 millions pour cette partie-là. On rend des services. Dans une certaine mesure, c'est normal que notre masse salariale augmente, mais elle augmente pas plus rapidement que le budget. Elle reste dans le cadre du budget une dépense qui augmente normalement. C'est quand même juste ces deux dépenses-là sont
importante. Il y a la partie des ordures ménagères et du recyclage. Juste cette dépense-là additionnelle, ça vaut à peu près 1 million de dollars. C'est pas rien, qui a été redistribué sur le nombre d'unités de logement. Il faut comprendre que la municipalité aussi continue à grandir. Donc, on a plus de résidents qui... notre valeur foncière augmente, donc on récolte plus de taxes, on offre plus de services. Donc, il y a cette augmentation normale, la croissance de la ville de Saint-Jean qui se poursuit. Là. Souvent, quand on parle de budget d'un gouvernement ou de municipalité, on parle souvent des fameux coûts de système. Les coûts de système, est-ce qu'ils sont actuellement sous contrôle ou est-ce que vous avez des surprises ou des augmentations qui sont même au-delà de l'inflation dans certaines dépenses particulières? Il y a des dépenses, par exemple, on est allé en soumission dernièrement pour un contrat et qui a augmenté de façon significative. Ça arrive quelquefois. Et donc, il faut contrôler ou en tout cas compenser ces coûts additionnels-là par soit des revenus ou recouper d'autres coûts à l'intérieur. Et on a fait cet exercice-là cette année avec le Comité des finances. On a retravaillé les budgets antérieurs, les budgets accumulés, si on veut, parce que le budget, il évolue d'une année à l'autre. Fait que des fois, on a du vieux gagné, si on peut appeler ça comme ça, et on a revu ces budgets-là pour s'assurer qu'on n'avait pas trop de budget qui était comme déjà là, puis qui augmente d'une augmentation, mettons, de 2 Fait qu'on a refait cet exercice-là dans plusieurs services, beaucoup dans les honoraires professionnels. On a regardé plusieurs services qui ont des honoraires, puis on les a recoupés à la hauteur de ce qu'on pense qui devrait rester dans les budgets. Par exemple, c'est un exemple qu'on a fait cette année particulièrement. Bon. On fait référence dans cette augmentation de dépenses à la création potentielle d'une douzaine de postes à temps plein. Donc, quel est le justificatif pour dire, ben oui, je comprends qu'on augmente en population, mais la Ville compte quand même, quoi, à peu près 600 employés. Donc, comment peut-on justifier l'ajout potentiellement de 12 employés à la Ville? Il faut comprendre que la municipalité, c'est une entreprise essentiellement de services. Hein. Nous offrons des services à nos citoyens, des services qui sont offerts par des humains. Donc, si on souhaite bonifier nos services, comme par exemple, on veut cette année reconnaître nos organismes communautaires. Donc, il leur apporter de l'aide, que la municipalité soit présente sur les différentes tables de concertation communautaire. Bon, ça prend du personnel, ça prend quelqu'un pour effectuer ce travail-là. Nos policiers, entre autres, qui nous demandent aussi des ressources pour travailler au niveau des enquêtes. Donc, encore là, c'est des ressources humaines. Donc, et là, il y a une multitude de besoins dans tous les services. En environnement, entre autres, là, on a des besoins. On souhaite être proactif, on souhaite être innovant. Donc, mais si on veut réaliser des projets, ça prend du personnel. Donc, il faut comprendre que l'augmentation de nos employés augmente avec aussi l'augmentation de notre population, là. Donc, à chaque année, on en ajoute quelques-uns. Cette année, on a dégagé un budget pour embaucher 9 personnes supplémentaires, plus 3 postes à temps partiel qu'on transforme en temps plein. Mm-hmm. Bon. On a fait référence en début d'entrevue au nouveau rôle triennal d'immobilisation. Quand on a un nouveau rôle qu'on doit appliquer, on le dit souvent, parce que parfois les gens qui vendent des maisons vont regarder l'évaluation municipale. L'évaluation municipale, c'est un chiffre qui sert principalement aux villes à mesurer le taux de taxation, alors que la valeur marchande, bien souvent, est plus basse ou plus haute que l'évaluation municipale. Mais le rôle d'évaluation se veut conforme aux transactions. Donc, pourquoi on réévalue à chaque année le rôle d'évaluation? C'est justement pour que le chiffre de l'évaluation municipale soit le plus près possible de la valeur marchande. Donc là, c'est pour ça que certaines maisons vont augmenter un peu plus que d'autres, tout dépendamment d'où ils sont situés, ou certaines catégories d'immeubles vont augmenter davantage que d'autres. Entre autres, on a vu les terres agricoles augmenter de l'ordre de 35 à 40 cette année. Donc, c'est parce que ça reflète les transactions du marché. Bon. Si on revient justement à ce rôle triennal d'immobilisation, ce nouveau rôle, en quoi est-il différent du précédent? Quels sont les secteurs qui ont vu une explosion ou une augmentation substantielle de la valeur des propriétés? Le principal secteur, c'est le secteur agricole, parce que c'est encore les terrains qui ont pris une valeur importante. Donc, par le fait même, le secteur agricole est durement touché. Bien sûr que s'il y a des grandes propriétés, ça peut avoir un effet sur leur évaluation municipale. Et il faut penser que l'évaluation municipale est basée, quand on dépose un rôle triennal, comme celui qui est pour 2019, sur les valeurs du 1er juillet 2017. Donc,
On a un petit peu décalage parce que quand on dépose un rôle, c'est pas instantané, ça se cumule, etc. Mais c'est c'est ce secteur-là qui est vraiment durement touché à cause de la valeur des terrains, particulièrement. Le fait saillant que j'ai remarqué dans le nouveau rôle, mais qui a attiré mon attention, c'est les valeurs moyennes des résidences dans le secteur Saint-Athanas, qui est un des secteurs riches, finalement, aujourd'hui de notre municipalité. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 3-4 rôles, mais cette année, les valeurs dans le secteur Saint-Athanas s'approchaient des secteurs Saint-Luc ou l'Acadie. Là, donc, oui, tout à fait. Donc, voilà. Bon, dans le cas des agriculteurs, donc même si leur valeur foncière a augmenté de 35 à 40 leur compte de taxes n'augmentera pas de 35 à 40 Bien, c'est une nouveauté, une grande nouveauté cette année dans notre budget. Le conseil municipal, on a été sensibilisés par cette situation-là. Effectivement, les agriculteurs voyaient leur compte de taxes augmenter de 35 à 40 malgré la municipalité ne leur offrait pas plus de services. Hein. Les vidanges, le déneigement ne sera pas plus accru dans le secteur agricole. Et la vente, le prix du lait ou le prix des légumes ou du blé d'Inde n'augmentait pas. Donc, eux ne voyaient aucun nouveau service, aucun nouveau revenu et leur compte de taxes explosait. Donc, afin d'éviter cette situation-là, le conseil municipal a décidé d'adopter cette année, puis c'était une première, un compte de taxes variable où on a venu limiter l'augmentation du compte de taxes des agriculteurs de 5 Donc, globalement, les résidences, on voit leur compte de taxes augmenter de 1 mais donc les agriculteurs, leur compte augmente un peu plus que les résidents. Donc, il y a un transfert qui se fait des taxes du résidentiel vers l'agricole, mais non pas de l'ordre de 40 mais on a décidé de limiter ça à 5 Bon, et le reste, dans le fond, est amorti par qui? Par l'ensemble des contribuables? Oui. Okay. Est-ce qu'il y a un programme de taxation aussi qui vient du gouvernement pour... Les agriculteurs voient leur compte de taxes remboursé de l'ordre de 80 par le gouvernement du Québec. Cependant, à chaque année, le gouvernement n'augmente jamais son remboursement de plus de 5 Donc, si la ville augmentait de 40 bon, le gouvernement aurait limité le remboursement et l'ensemble de l'augmentation aurait été assumé par les agriculteurs. Donc, de là vient le 5 Dans le fond, on a décidé de leur faire assumer seulement le parti qui pourrait être remboursé par le gouvernement. De ce que j'ai compris, la mesure semblait quand même bien appréciée parce qu'au moment de l'adoption du conseil, il y avait le vice-président de l'UPA du Haut-Richelieu qui était sur place. Le président également était là. Le président aussi était là. Donc, pour vraiment vous remercier en quelque part, c'était un peu ça. Je pense que les agriculteurs étaient reconnaissants de ce qui avait été fait à leur égard. Ce n'est pas une exclusivité. Il y a d'autres municipalités qui ont des taux de taxation variables. Des municipalités plus rurales où on a beaucoup d'agricoles l'ont adopté plus rapidement. Ça, c'est une demande que les agriculteurs avaient depuis de nombreuses années. Puis Saint-Jean, malgré tout, on est une ville très agricole. Un gros pourcentage de notre territoire est agricole. Donc, cette année, le conseil a décidé d'être à l'écoute puis de répondre à cette demande. Bon. Je le disais en introduction, on augmente les dépenses de 6,2 mais en même temps, on limite à peu près les hausses de taxes d'une augmentation moyenne de 1 Bon, il y a entre autres le phénomène des dettes de secteur. Donc, en quoi les dettes de secteur pour 2019 et même, je pense, pour les 2 autres années qui vont suivre, en quoi les dettes de secteur sont subitement, disons, ont un impact cette fois-ci, là, directement? Elles ont un impact à chaque année. À chaque fois qu'on fait... Mais plus cette année? Non, pas plus. C'est que ces dettes-là, il y en a beaucoup qui datent de 20, 30 ans, qui se terminent. Et il y en a beaucoup qui datent du moment de la fusion aussi, qui sont en mode de remboursement, un remboursement du capital et des intérêts, et donc sont en train de se terminer. Et il y en a au cours des 5 prochaines années encore là, qui va se terminer. Il y en a moins qu'on ajoute. Mais c'est ça parce aussi. qu'il y en a qu'on fait aussi dans les textes, dans les secteurs. On continue à faire certains travaux qui vont être taxés en secteur, mais il y en a beaucoup moins. Puis c'est des secteurs très localisés. Donc, et ça peut être aussi des secteurs, c'est très riverain. Donc, ça s'applique à ceux qui sont en face des travaux. Ce n'est pas nécessairement un bassin comme les grands bassins que nous possédons là, actuellement. Bon, parce que quand on voyait d'ailleurs, je pense à la une du Canada français, jeudi, où on disait 60 des résidences vont même
connaître une baisse de leur compte de taxes? Même le mien, Oui, mon compte de c'est ce taxe, qu'on a vu dans l'exemple cité du 66 rue de Musset à Saint-Luc. on voulait démontrer un exemple de vrai compte de taxe, parce que souvent, on montre des comptes de taxes moyens. Exact. Bon, une maison moyenne dans un secteur moyen avec une dette de secteur moyenne. C'est la moyenne. Ça n'existe très pas. moyen. Ouais, c'est c'est ça. théorique, ça C'est n'existe théorique, pas. en effet. Ouais. Mais donc, on a montré un vrai exemple, ma résidence, et puis on voit mon compte de taxe cette année, où en 2009, je vais payer 40 $ de moins qu'en 2018. Pourquoi? Entre autres, la dette de secteur de la C'est ville de sûr. Saint-Luc qui a diminué, mais aussi que, globalement, les maisons à Saint-Jean ont augmenté de valeur de 5 %. Mais ma maison a augmenté dans le dernier rôle seulement de 2,2 %. Donc, déjà là, j'avais une soixantaine de dollars de réduction. Donc, même si la ville collecte le même montant d'argent, avec le jeu de rôle, comme ma maison a monté moins que la moyenne, donc possiblement des maisons ont monté de 6-7, et la mienne, donc, a diminué. Donc, j'ai vu une réduction de mon compte de taxes. Donc, 60 des contribuables voient une baisse de leur compte de taxes. Dans le résidentiel. Dans le résidentiel, bien évidemment, et le 40 autre, lui, verra des augmentations. Mais on a fait, nous autres, plusieurs scénarios avec plusieurs types d'immeubles pour voir un peu l'impact, autant dans l'agricole que dans le non-résidentiel, dans l'industriel. Et les impacts sont quand même relativement limités dans tous ces secteurs. Bon, parce que quand on regarde l'augmentation moyenne pour les 5 secteurs, on parle de 1 %, mais les variations, on parle de 0,9 pour Saint-Jean, 1,4 pour Saint-Luc, 0,7 pour Iberville, 0,9 pour Saint-Athanas et 0,9 également pour l'Acadie. Mais en même temps, comme on le redit, dans le résidentiel, il y a 60 des contribuables qui vont voir quand même une baisse de leur compte de taxe pour toutes sortes de raisons, l'évaluation, les dettes de secteur. Et malgré tout ça, on a réussi quand même à augmenter les dépenses. Donc, est-ce que la conjoncture, dans le fond, était favorable cette année pour, d'une part, oui, augmenter les dépenses, peut-être un peu plus que la moyenne, mais de l'autre côté, de ne pas trop avoir d'impact sur le contribuable? Complètement. Puis, comme je disais aussi d'entrée de jeu, s'il n'avait pas été de l'augmentation de 25 $ de Compo Richelieu, l'augmentation moyenne aurait été environ de 0. Donc, actuellement, l'augmentation moyenne d'une maison moyenne dans un secteur moyen est de 27 $ d'augmentation par rapport à l'année passée. Et de ce 27 $-là, il y en a 25 qui provient de Compo. Donc, et une hausse qui est essentiellement attribuable à le coût de traitement de toutes les matières résiduelles, toutes les matières recyclables. Bon. Mais vous avez quand même aussi servi un avertissement au moment de l'adoption du Conseil, parce que viendra, dans pas si longtemps, le bac brun pour le compost. Et ça, évidemment, il y aura un impact. Il y a un prix à payer pour ça. Effectivement, tant du côté de la MRC que de la municipalité, on a des sommes mises de côté pour ces investissements-là, mais il y aura effectivement un coût rattaché à la gestion du compost. Mais on n'a pas le choix, hein. Il faut aller, on doit être responsable, puis on doit travailler à diminuer la quantité de déchets qu'on devra enfouir. Donc, parce qu'une des valeurs très importantes, il faut penser que le déchet domestique, donc les ordures ménagères, c'est lui qui coûte le plus cher. Toute proportion gardée. Le recyclage coûte la moitié de ce coût-là. Même si ça va moins bien dans ce secteur-là, étant donné les entreprises qui ont de la difficulté là, et qu'on est obligé de mettre un petit peu plus d'argent, c'est quand même encore la moitié du coût des ordures ménagères. Donc, le compostage sera un coût additionnel, oui, mais quel sera l'effet sur nos ordures ménagères? Ça, on le verra. Bien, c'est ce qu'on verra, bien oui. Possiblement, absolument. On aura l'occasion d'en reparler durant les prochains mois, mais on devra peut-être revoir la fréquence de la cueillette de nos déchets. Si on ramasse le compost une fois par semaine, peut-être que des vidanges ordinaires, qu'il n'y aura plus de matière... comme la MRC Rouville qui a mis ça aux 2 semaines à l'année pour les ordures. Là. Donc, et ça, c'est des coûts, c'est des économies de coûts. Donc, mais il y aura un petit peu de... On doit revoir notre comportement dans les mois à venir. Depuis le début de l'entrevue, on parle de dépenses, on parle de taxation, mais parlons des revenus. Est-ce que la Ville a de nouveaux revenus? Est-ce qu'il y a des secteurs pour lesquels elle a plus de revenus qu'à l'habitude? Les revenus, ils viennent d'où? On comprend qu'ils viennent des taxes principalement, mais est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels vous avez plus de revenus?
Bien, un des secteurs sur lesquels on est intervenu, ce sont les droits de mutation. Ouais. Les droits de mutation nous rapportent quand même... La taxe de bienvenue. La taxe de bienvenue, oui. Cette taxe-là, ce droit-là nous rapporte quand même plusieurs millions de dollars dans nos revenus. Et on a proposé au conseil municipal d'adopter le nouveau taux de 3 pour les tranches de transactions qui sont au-dessus de 500 000 $. C'est un nouveau palier qui nous est permis avec Oui. la nouvelle loi 122, qui permet de rajouter un quatrième palier de la taxe du droit de mutation, Oui. comme Manon l'indique, au-delà d'un demi-million de dollars. Donc, toutes les transactions en 2019, au-delà d'un demi-million de dollars, seront taxées à 3 au lieu de 1,5 $. Donc, et là, on vient chercher effectivement... un peu plus de revenus. Parce qu'on a un volume. Ce n'est pas énormément de transactions, là. C'est une centaine de transactions par année, mais quand on applique le pourcentage, ça fait quand même des sous tout près de 1 million qu'on estime là, de revenus additionnels juste à ce niveau-là. On a réajusté aussi certains revenus. Nos revenus d'intérêt, par exemple, étant donné l'augmentation des taux d'intérêt, les sous qu'on reçoit avec nos versements ne sont pas tous dépensés immédiatement. On a un fonds de roulement important et ça nous permet de placer temporairement l'argent et donc de faire plus d'argent sur cette Au niveau, je ces reviens intérêts-là. sur le droit de mutation, nous avons décidé aussi d'être un petit peu moins conservateurs dans nos projections. Depuis plusieurs années, les revenus que nous avons réalisés en droit de mutation sont toujours beaucoup plus élevés, beaucoup plus élevés que nos prévisions. Donc, le Conseil agissait comme ça par prudence ou par conservatisme. Et là, encore cette année, on s'enligne sur un surplus pour l'année 2018 de l'ordre de 4 millions de dollars. Donc, on va récolter 4 millions de plus qu'on aura dépensé en 2018. Donc, principalement dans les revenus, d'ailleurs. Et même à chaque année, il y a toujours un certain surplus de quelques millions de dollars. Bien oui. C'est assez habituel là, depuis plusieurs années. Là. Donc, on a décidé de nos prévisions. Oui, on va chercher les transactions au-delà d'un demi-million de dollars, mais on a aussi prévu des revenus un peu plus près de la réalité, ce qui nous permet d'éviter de surtaxer nos citoyens. Bon, là, on le sait, il fut un temps où on votait à la fois le budget et le programme triennal d'immobilisation. Là, maintenant, on fait ça en 2 temps, mais il en reste pas moins que pour les téléspectateurs, on se pose la question, on dit, bon, OK, ça c'est le budget d'opération de la Ville, mais la Ville, elle va investir dans quoi? Elle va investir à quel endroit? À quel moment allez-vous décider un peu de l'argent qu'on va investir et dans quel type de priorité également? La date est déterminée, je pense que c'est en mois de juin. Est-ce que la date est déjà prise? Oui. On est en train, là, cette semaine, on va au prochain comité des finances, on va adopter nos calendriers de travail. Avec qui on travaille, c'est le comité des finances en priorité, dont le maire est le président de notre comité. Et puis... Sur le comité des finances, bon, il y a moi, il y a Yvan Berthelot, Mme Christiane Marcoux, Justin Bessette et le conseiller Jean Fontaine, évidemment avec nos responsables, nos directrices adjointes du service des finances et la direction générale. Et c'est là que l'ensemble des services ont un travail à faire pour compiler l'ensemble des dossiers d'immobilisation ou de projets. Priorité. Tous les projets sont mis sur la table. Le bout le fun, là, c'est ce bout-là, ce jeu-là de priorisation de tous nos projets, parce qu'effectivement, on a un cartable avec des centaines de projets. Oui. On en a beaucoup. Donc là, quel projet on fait en premier? Les opportunités de subvention, par quel projet on va commencer, parce qu'il y en a qui sont de très longue haleine, là, ça prend du temps. Et comment se porte l'endettement, le taux d'endettement de la Ville de Saint-Jean? Parce qu'aujourd'hui, on en entend moins parler, mais il fut un temps où, quand on écoutait les nouvelles municipales, que ce soit ici, Longueuil, Granby, d'autres villes au Québec, on focusait beaucoup sur le taux d'endettement des municipalités. Ici, à Saint-Jean, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Bien, notre taux d'endettement par rapport aux municipalités, on a 11 municipalités auxquelles on se compare, là, on est vraiment en bas au niveau endettement, nettement même en bas. La moyenne est de 2,45 par 100 d'évaluation. Nous, on est à 1,68. Donc, il y a seulement 2 municipalités qui sont... Les comparaisons des 11, c'est les 5 plus grosses que nous. Puis les 5 plus basses. Plus basses, oui. Plus grandes. Puis les deux seuls en bas de nous, c'est Granby puis Saint-Hyacinthe. OK. Donc, la ville est... Ça nous laisse un effet de levier important
dans notre budget parce que plus que la dette est importante, il y a des remboursements capital et intérêt qui arrivent, qui sont dans notre service de dette, donc remboursables par année. Il faut les prévoir. Quand on veut taxer les gens, on prévoit ces sommes-là. Et ça nous permet de maintenir, on a un service de dette qui se maintient, là, qui est plat d'une année à l'autre. Ça veut dire qu'il augmente au même rythme, il n'est pas disproportionné. Ouais. Mais malgré le fait qu'on fait énormément d'investissements, puis qu'on adopte des programmes triennales d'immobilisation importants. Là. Dernière question pour le maire, question plus politique. Ce conseil a été adopté unanimement. Effectivement. Que s'est-il passé? Une autre preuve que lorsqu'on est des gens de bonne volonté, on est capable de travailler main dans la main en équipe. Vous savez, ceux qui suivent les réunions du Conseil voient, on a des divergences d'opinion. Hein, les différentes factions politiques ont des visions différentes, mais on est tous là pour la même chose. On est tous là pour travailler dans l'intérêt de nos citoyens. Donc, et vous vous entendez sur les chiffres? On s'entend sur les chiffres. Merci. Merci à vous deux. Merci. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de hockey adapté. Oui, avec Karel et Nathan Brossard et Pierre-Yves Bonneau. Tellement une émission touchante, faut vraiment pas manquer ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Si vous êtes propriétaire d'animaux domestiques, il est important de savoir qu'à compter de 2019, il y aura un nouveau règlement applicable à Saint-Jean-sur-Richelieu, entre autres pour les fameuses médailles pour les chiens et les chats. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.